Bonjour à tous, vous avez devant vous l'équipe complète de Livre Ensemble. Souvenez-vous, en mai, nous avions lancé le coup d'envoi de votre émission ici même à l'université. Effectivement, nous voilà déjà à la fin de la saison 2019. Nous avons pris beaucoup de plaisir à donner corps à ce projet d'émission littéraire et vos retours suggèrent que vous êtes nombreux à avoir adhéré à notre démarche. Et pour ce dernier opus, nous allons aussi évoquer le salon Lire en Polynésie qui aura lieu dans quelques jours à Papeete et où j'aurai le plaisir de représenter Calédonia. En attendant, découvrons le sommaire. Alors cette année, le thème qui a été retenu, c'est Histoire d'île. En ce moment, je lis Amélie Nothomb. Voilà. Parce que c'est un écrivain qui dit les choses en profondeur, qui m'interpelle. Les élèves ils étaient ébahis quand j'ai dit que, vous savez, la maîtresse du Hataï, c'est une blanche, c'est une caldoche. Et aujourd'hui, je viens vous parler des jeunes qui jouent avec leur vie, que ce soit du domaine de la sécurité routière, des challenges stupides trouvés sur Internet ou encore de la mutilation. Ça s'appelle Momo. Alors c'est une histoire d'une petite fille. C'est une petite gamine, elle a 6 ans. Et en fait, elle se retrouve à vivre toute seule avec sa grand-mère. Clin d'œil à la Polynésie, et c'est de l'île aux Canards que nous lançons ce sujet sur le salon littéraire qui se déroule à Tahiti chaque année. Au programme de cette 19e édition de Lire en Polynésie, les îles et leurs histoires. L'occasion pour les littératures insulaires de se rencontrer, de se découvrir, d'échanger et surtout de se retrouver autour de ce qui les rapproche, les unit et les rend si singulières. Une rubrique qui dépasse les frontières du pays, elle est belle l'Océanie. Alors cette année, le thème qui a été retenu, c'est Histoire d'île. D'abord parce que nous sommes dans les îles et que la littérature, c'est aussi raconter des histoires. Donc voilà, c'est un thème qu'on a choisi de façon consensuelle, Histoire d'île, et dans lequel on peut mettre pas mal d'animations, ce qui est important pour nous. Alors il n'y aura pas un auteur emblématique, il y aura 30 auteurs emblématiques, puisqu'ils ont tous autant de valeur. Donc ils viennent de France, je pense à Ingrid Astier en particulier, ou du Vanuatu, de Hawaï, de Nouvelle-Calédonie évidemment, et bien évidemment tous les auteurs locaux qui sont quand même le cœur de ce salon. Le choix s'opère comme d'habitude, à la fois sur des gens de Calédonie qui nous paraissent pouvoir apporter au thème du salon, et après un partenariat amical, constructif avec les gens de la Nouvelle-Calédonie, en particulier de la Maison du Livre de la Nouvelle-Calédonie, avec qui on essaye d'avoir des relations de partenariat. Donc cette année, de Nouvelle-Calédonie seront présents Hamid Mokadem, pour toute sa partie réflexion sur le monde océanien, Isa Roila, Paul Wamo, Cathy Manet pour toute la partie distribution de livres, Christophe Augias pour la partie bibliothèque lecture publique, et probablement un invité de la Maison du Livre sur lequel on n'est pas encore arrêté. Je pense que si la tradition orale devait coexister avec la littérature, ce serait à travers la musique de cette littérature justement. Les auteurs océaniens ont tendance à imprimer une musique très particulière dans leur style, dans leur texte. Après, en termes d'oralité pure, le Salon du Livre est également le lieu d'expressions diverses. Bon, on a Paul Wamo, j'espère que je ne l'ai pas oublié tout à l'heure, qui est un grand slameur, donc c'est de l'expression orale. On a des lectures de textes, voire même mise en musique. On a également le spectacle Pinainei, qui est un spectacle qui allie à la fois tradition, texte océanien, musique et danse. Donc voilà, c'est peut-être comme ça qu'on fait coexister la parole et l'écriture. Alors à très court terme, on a 3 femmes de Nicolas Kirtovitch, un recueil de nouvelles qui vient de sortir en Nouvelle-Calédonie, mais également à Tahiti en France. Et sur les travaux sur lesquels on est actuellement et qui sortiront en début d'année prochaine, on a le Mémorial du bagne de Louis-José Barbançon, un énorme livre, une somme de tout ce qui existe sur le bagne, avec un grand spécialiste. Ce sera un gros livre de plus de 1000 pages en 2 coffrets.
et également un recueil de nouvelles de Claudine Jacques qui va s'appeler Caledonia Blues. Les dates, donc, c'est du 14 au 17 novembre. Toutes les équipes, parce que c'est un gros travail, il ne faut surtout pas croire que c'est moi qui organise tout ça, parce que je ne fais pas grand-chose en fait, mais toutes les équipes sont là. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? On en aura découvert des lecteurs grâce à cette petite rubrique sans prétention. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, on lit beaucoup au pays. Tous les genres et tous les styles. La preuve en images. En ce moment, je lis Amélie Nothomb. Voilà. Parce que c'est un écrivain qui dit les choses en profondeur, qui m'interpelle. Je lis les manuscrits qu'on m'envoie et notamment ces derniers temps j'ai relu, parce que c'est aussi un exercice intéressant, un ouvrage que je viens de faire paraître qui s'appelle Lifou sous la pluie, qui est un recueil de nouvelles de 5 auteurs et qui est centré autour de Lifou. Et donc on découvre un peu les problématiques des jeunes de Lifou. Enfin, il y a plusieurs angles d'attaque. Ça ne présente pas Lifou comme un beau paysage ensoleillé avec des belles plages, c'est pas du tout l'idée. C'est de montrer qu'il y a aussi des humains qui vivent à Lifou et que, comme tous les humains, ils peuvent avoir des difficultés. Et voilà. Je lis Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une autrice nigériane. Son livre il s'appelle en français L'autre moitié du soleil. Il se passe au Nigeria pendant les années 60 et il raconte le coup d'État et puis la guerre civile. En ce moment, je lis Tokyo, un livre surprenant pour moi, puisque c'est pas le genre de livre au titre que j'aurais choisi, mais c'est une amie qui me l'a prêté. Très bien, un thriller, beaucoup de suspense. À ce moment, je lis les paroles des poilus. Ça parle des poilus qui vivent dans les tranchées. Pendant la Première Guerre mondiale. Je lis en ce moment Une vie de Simone Veil. C'est l'histoire de Simone Veil racontée à la première personne, une histoire passionnante. Une bonne partie du livre sur Auschwitz et lorsqu'elle a été déportée. Donc c'est une histoire qui vraiment prend aux tripes. Et j'ai découvert une femme exceptionnelle, une femme politique qui est d'ailleurs une des moins contestées dans l'histoire de la vie politique, qui a un parcours exceptionnel puisque c'est elle qui a défendu les droits de la femme au travers de sa loi sur la légalisation de l'avortement. Moi je lis l'histoire de Henri de Maudefred, écrit par Daniel Grand-Clément. Et il a joué un grand rôle dans cette époque. Et je vais quand même vous dire un truc, que d'habitude on lit un livre et on l'aime parce qu'on aime le personnage. Il est détestable. C'est ça qui est extraordinaire. Il est détestable. J'ai lu le livre 2 fois. Je l'ai prêté à tous mes amis et tout le monde l'adore. Mon livre, c'est sur la maison des Titans. Le personnage principal, c'est Percy Jackson. Il perd des amis dans la maison et puis il réfléchit à une stratégie pour les retrouver. Du coup, Anissa, tu lis quoi en ce moment ? Bien Philippe, en ce moment, je lis ce livre, Dans le tumulte de la joie, de Thierry Sarton. C'est une sorte d'autobiographie de ce professeur de philosophie qui a enseigné un moment en brousse. Dans ce livre, il raconte sa vie et ses expériences personnelles sans aucune langue de bois. J'ai pris plaisir à le lire car il dégage beaucoup d'émotions et de sincérité et on navigue dans l'univers de l'auteur et dans ce tumulte jovial. Eh bien moi, je me suis plongé dans un livre hautement symbolique de la Nouvelle-Calédonie post-accord de Matignon, Le pays du non-dit de Louis-José Barbançon. C'est un ouvrage qui a connu un énorme succès en librairie dans les années 90, même s'il n'a pas eu les faveurs de la presse à l'époque. Son titre est même devenu une sorte de paradigme bien commode lorsqu'on évoque le pays et son histoire. Le voilà aujourd'hui réédité aux éditions Humanis pour la nouvelle génération. Et même si certaines pages semblent un petit peu datées, on y trouve une belle matière à espoir, comme par exemple la dernière phrase de ce livre. Si la Nouvelle-Calédonie de la Grande Terre aux îles ne mérite pas encore d'être appelée le pays de la libre parole, j'aperçois néanmoins pour bientôt des lendemains qui parlent. Fermez le banc. Personnage curieux et passionné, Léopold Nachipan est professeur dans un petit collège de la Felpe à Vaud, dans la vallée de Tieta. Là, dans sa case, il écrit, entre les cours et sa vie de famille, essentiellement des nouvelles sur la vie de sa tribu natale.
Hugo, Maupassant, Clavel, vous allez découvrir à l'occasion de ce feu croisé à quel point Léopold est un grand lecteur. Mais c'est aussi un amateur d'histoire, comme en atteste cette petite anecdote sur le grand chef Ataï. En fait, Léopold aime surprendre son auditoire. Il aborde tous les thèmes avec un regard critique, mais toujours bienveillant, empreint d'un désir de partage. Léopold, raconte-nous. Maupassant, donc quand même, hein, c'est, j'ai envie de dire, le référent pour la littérature française. Je dis ça comme ça, je lis beaucoup de Maupassant. Je lis aussi des nouvelles de Victor Hugo, je lis aussi Bernard Clavel. Les auteurs locaux, je lis aussi. Il y a aussi des auteurs, c'est mon auteur local, c'est le vieux Jean-Marie Crégnier. Et j'ai envie de faire une révélation là-dessus parce que j'ai dit à mes élèves, c'est quelqu'un qui a fait une enquête sur la vie de Ataï. Et moi, les élèves, ils étaient ébahis quand j'ai dit que, vous savez, la maîtresse de Ataï, eh ben, c'est une blanche, c'est une caldoche. Eh ben, j'ai dit ça aux deux dames qui m'ont rendu visite la semaine dernière. Ben, ils étaient aussi ébahis que mes élèves. Et puis à partir aussi du moment que les gens sont venus chez nous et qu'ils ont été acceptés chez nous, eh ben, il était déjà question de destin commun. La lecture nous apporte plein de choses, c'est le raccourci de la vie. Si on ne veut pas vivre des situations, il faut lire. La lecture, c'est la vie. On ne peut pas écrire et lire en même temps. Il y en a qui le font. Moi, je dis que quand je suis en phase d'écriture, je ne lis pas. J'ai peur d'être influencé par ma lecture du moment. Je dis bien du moment, parce que la lecture, je l'ai assimilée, l'histoire, je l'ai assimilée, je l'ai en moi, et si ça se trouve, ben, je suis aussi le produit de mes lectures, je suis le produit de tout ça. Comme on dit, la lecture, c'est vraiment l'universel, hein, c'est la vie. Conduite accidentogène, défis sur Internet, automutilation, la prise de risque chez les jeunes est un thème qui interroge et préoccupe parents, enseignants et éducateurs. Maxime Baroche, élève de 3e au collège de Boulary, a choisi d'aborder ce thème dans l'atelier d'éloquence auquel il participe depuis 2 ans. Une démarche courageuse et originale. Parole de jeune, c'est à toi Maxime. Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxime Baroche, je suis en 306 au collège de Boulary et aujourd'hui je viens vous parler des jeunes qui jouent avec leur vie, que ce soit du domaine de la sécurité routière, des challenges stupides trouvés sur internet ou encore de la mutilation. Pour commencer, en matière de sécurité routière, vous conviendrez assez aisément que tous ceux qui sont sur la route ont leur code, donc par conséquent connaissent les règles. Je ne suis pas sûr que les courses, roues arrière, dérapages et excès de vitesse en tout genre soient tolérés. Vous pensez un petit peu aux autres conducteurs, aux enfants insouciants qui traversent la route, ou même à votre propre vie? Oh ça va, c'est pour rigoler. Ok d'accord, pas de souci. Mais je suis pas sûr que vos amis, familles seront heureux de venir vous voir à l'hôpital ou à la morgue. Maintenant, les challenges stupides trouvés sur internet. On connaît tous les classiques, se jeter un seau d'eau glacée sur la tête, croquer dans un piment. Mais aussi s'approcher au plus proche du vide sur le toit d'un immeuble, ou alors s'étrangler jusqu'à tomber dans les pommes. Que penser d'une telle attitude? Vous devez comprendre que ce n'est pas un jeu et que ce n'est pas en se faisant du mal que l'on va mieux. Maintenant, j'aimerais faire un petit aparté sur mon histoire personnelle. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne cherche en aucun cas à déclencher une quelconque pitié, mais bien à éveiller les consciences. Il y a 10 mois, mon grand frère décide de partir en vacances avec des amis à Bali. De superbes vacances, tellement superbes qu'il décide de prolonger d'1 semaine. Le voilà donc seul, sur un scooter, sans casque. Et c'est l'accident. De là, trauma crânien, hospitalisation, coma, opération et rapatriement en France. Des mois de rééducation, à devoir tout réapprendre. Ce 19 août, il a pris la décision de nous quitter car c'était trop dur pour lui. Et quand je vois la tristesse dans laquelle il m'a plongé ainsi que ma famille, je me dis juste que je ne souhaite cela à personne. Donc prenez soin de vous et de vos proches, c'est ce qu'il y a de plus précieux et je vous souhaite une bonne fin de journée.
Nous voilà maintenant devant Bernhem Koné, où nous attend Simei qui va nous présenter ses coups de cœur de l'été. Des coups de cœur destinés aux plus jeunes qui seront bientôt en vacances et qui pourront profiter de leur temps libre pour découvrir de nouveaux auteurs ou tout simplement se rendre compte que lire, c'est choc. Alors, mes coups de cœur du moment, c'est celui-là. Ça s'appelle « Chacun ses raisons » de James Patterson et d'Émilie Raymond. Alors, c'est un livre qui s'adresse aux jeunes adultes. En fait, ça parle de jeunes. C'est des élèves en fait, de terminale qui, juste avant les examens, ils sont exclus du lycée. Pourquoi? En fait, c'est à cause d'une photo compromettante qui est publiée sur un des réseaux sociaux d'un compte d'un des personnages justement qui se fait exclure. Il s'appelle Théo. Et en fait, lui, bien entendu, il dit que c'est pas lui. Il clame son innocence. Mais personne ne l'entend et du coup, il s'est fait exclure avec sa petite bande de copains. Là. Et en fait, il va mener sa propre enquête pour essayer de rétablir la vérité. Et du coup, il implique ses amis justement dans cette quête-là de recherche de la vérité. Et il filme chaque personnage en fait qu'il rencontre. Et du coup, on les suit comme ça dans leur recherche d'indices et tout. Donc tout le monde est accusé, le principal, les enseignants, les autres étudiants et tout ça. Et dans ce livre-là, en fait, Théo, il est amoureux d'une des filles qui fait partie de leur bande, qui s'appelle Sacha. Il en est éperdument amoureux, mais du coup, elle a les yeux pour quelqu'un d'autre. Et en fait, il y a de l'histoire d'amour, il y a de l'enquête, il y a aussi de l'intrigue et tout. Je vais vous lire un petit extrait. Alors, voici Sacha, lumineuse, vivante dans ma main, toute petite sur l'écran. Son beau visage diaphane et cadré de près. En arrière-plan, je m'aperçois de dos en train de partir furibond. Sacha se tourne et me suit des yeux. Merde. Alors maintenant, mes deuxièmes coups de cœur, là, ce sont ces deux-là. En fait, j'ai ces deux-là, mais c'est deux tomes. Et le livre, ça s'appelle Momo. Alors c'est une histoire d'une petite fille. C'est une petite gamine, elle a 6 ans. Et en fait, elle se retrouve à vivre toute seule avec sa grand-mère parce que en fait, son papa, il est pêcheur et il est parti sur un bateau. Donc, comme les pêcheurs, ils partent en bateau, ils partent pour plusieurs mois en mer. Et sa mère, en fait, elle a abandonné. Et cette petite gamine, on prend vite l'affection pour elle. En fait, elle est assez attirante comme titre. On l'aime, quoi. On la suit partout. Et dans cette bande dessinée-là, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Il y a la vieillesse, il y a la tristesse, il y a la séparation. Et voilà, avant de finir, en fait, je voulais aussi vous faire redécouvrir cette collection. Ça s'appelle Un auteur, une nouvelle, qui est éditée par l'association Écrire en Océanie, qui en fait édite des livres d'auteurs locaux. Et donc avec ces livres-là, voilà, c'est des livres qui sont très faciles à lire, c'est des nouvelles, donc des histoires très courtes. Et c'est le décor, en fait, c'est la Nouvelle-Calédonie. Il y a pas mal de thèmes aussi qui sont abordés. Et du coup, je pense qu'on s'identifie facilement quand on lit ces livres-là. Et voilà, pour ceux qui veulent se réconcilier avec la lecture, je vous conseille vraiment cette découverte-là, ou en tout cas de les redécouvrir. Et puis il y a d'autres auteurs qui ont été publiés encore chaque année, qui sont publiés dans cette édition-là. Attention, sortez les gens talus et le gros son. Pour terminer cette émission, nous avons rendez-vous avec Nico, le papa des Frimeurs des îles, une BD iconique qui se moque de tous ceux qui se la pètent. En fait, ce qui est drôle, c'est que Nico n'est pas du tout un frimeur des îles. Et pourtant, quand il nous raconte les délires de ceux qui friment à Lansvata, on y croit. Dans la tête de Nico, l'anti-frimeur. Alors, ce qu'il y a dans ma tête, eh bien, le premier souvenir qui me vient, je pense vraiment, c'est mon attachement à la mer. J'ai passé mon enfance sur un bateau, sur un petit 50, il s'appelait Patty, le premier, j'en ai eu plusieurs, et on était au mouillage à l'orphelinat, et j'ai ces moments où j'allais à la rame, au lycée La Pérouse, à Beaudoux d'abord et au lycée La Pérouse, et à la rame, j'avais un dugong qui m'accompagnait, et j'avais le sentiment que c'était mon copain. Et ça, c'est un moment, vraiment un super moment. Et j'aime ce Pacifique. Et après, un peu plus grand, j'ai voyagé un petit peu. J'ai eu la chance de bouger aussi bien en Nouvelle-Zélande, au Vanuatu, enfin sur les petites îles. Je suis même parti en Papouasie, Nouvelle-Guinée. Et je me suis rendu compte de mon attachement à cette zone géographique qui se construit. Et puis j'ai le rêve de demain où
où un jour on ne dit plus je suis de telle île, mais qu'on dise moi, je rêve du passeport océanien global, d'avoir un jour mon passeport voilà, Pacifique Sud. Ça c'est un rêve. Et puis après, forcément, dans la tête d'un dessinateur, il y a tous les projets, il y a les boulots faits, j'ai Frimeur des îles, les amitiés, parce que quand on fait de la bande dessinée, c'est aussi des histoires d'amitié, avec Sostène des Anges, et puis tous ces amis de l'ombre qui n'ont pas leur nom, mais qui sont là, et puis les lecteurs qu'on rencontre à chaque fois, qui encouragent. Je veux dire, sans les lecteurs, on n'est rien, nous, les dessinateurs, on n'existe même pas. Et donc tous ces gens-là, ils sont dans notre tête, quoi. On voudrait tous les prendre dans les bras et dire merci. Et puis dans les projets, j'ai ce nouveau projet, j'ai Cat & Cookies, la BD avec mon chat, parce que moi, le travail de dessinateur, c'est un travail solitaire. On est tout seul dans sa maison, on parle à plein de gens, mais au final, au moment de la construction de cette BD, de la bande dessinée, on est tout seul. Et en fait, non, moi, j'avais mon chat avec moi. Donc Luna, parce que c'est un chat complètement caractériel qui est complètement lunatique. Et puis les projets d'étudiants, parce que être dessinateur de BD, c'est aussi rester un gamin qui veut apprendre toujours, mais tellement curieux. Et puis, dernièrement, il y a quelque chose auquel je me suis particulièrement attaché, étrangement, probablement l'âge, c'est l'histoire. Et j'ai découvert, dans le monde entier, j'ai découvert Martin Luther King. Je suis devenu un grand fan. Je suis en train de lire, donc on cherche des hommes forts, voilà, parce qu'à tous, à notre échelle aussi, on peut construire l'histoire. Finalement, il y a un moment que j'adore, parce que je le trouve tellement important et à la fois tellement simple. C'est ce moment à table où on est en famille. Alors, on fait même la petite prière avant, et puis là, on va discuter, et tout disparaît, tout ce qui s'est passé. Finalement, c'est ce moment-là que j'adore. Voilà, j'aime ce moment, et il est vraiment important pour moi. Vivre ensemble, c'est fini, du moins pour cette année. Un grand merci à la Maison du Livre qui a permis à ce projet de se réaliser. Le mot de la fin ? Un clin d'œil signé Arlette Laguillet, militante lutte ouvrière et qui a été la première femme à se présenter à l'élection présidentielle en France. C'était en 1974. La lecture, c'est un bon moyen de s'enrichir sans voler personne. Olé! Mais non! La lecture est un voyage. On ne sait jamais quand ça commence ni quand ça se termine. À bientôt! Ciao! Au revoir!